Paris Match et le journal du dimanche, Fabien Roussel. Ça va bien? Merci, monsieur Roussel. Merci d'être là. Candidat du Parti communiste, Fabien Roussel. Vous êtes d'accord avec mon introduction? Pas que. Candidat à la présidentielle, oui. Pour les jours heureux, Oui. soutenu par le Parti communiste français et plusieurs autres organisations de gauche, le MRC, les radicaux de gauche, la gauche républicaine et socialiste, Marie-Noëlle Lienemann, etc., etc. Grand rassemblement. Avec des nouveaux alliés, ralliés que vous avez précisés. Alors, il va y avoir beaucoup de questions du public, je n'en doute pas. Peut-être à la différence de certains candidats de gauche qui sont passés juste avant vous, Fabien Roussel, comme Yannick Jadot ou Madame Hidalgo, vous êtes un farouche défenseur du nucléaire. Vous vous dites qu'à l'aune de ce qui se passe, de cette terrible guerre et de ses conséquences, plus que tout, l'instrument de souveraineté, puisque c'est l'objet aussi de ce grand oral, c'est le nucléaire. Expliquez-nous votre position. Mais tout simplement, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai dit dès le début de la campagne que l'énergie, c'était fondamental. La question énergétique pour l'avenir de notre pays est indispensable. Rapidement, pour sortir des énergies fossiles, si on veut relever le défi climatique et si on veut se passer du pétrole, du charbon, il faut investir dans la production d'électricité et de l'électricité décarbonée. Il y a deux types d'électricité décarbonée, celle issue des énergies renouvelables, hydraulique, éolien, solaire, mais aussi le nucléaire. Et nous disons que nous avons besoin des deux, et du renouvelable et du nucléaire, en même temps, comme dirait l'autre. Et donc il faut investir dans les deux. La grande différence que j'ai avec tous les autres candidats, c'est que je suis le seul à gauche à défendre ces deux piliers, le renouvelable et le nucléaire, et le seul à défendre la production d'énergie nucléaire, et le seul de tous les candidats à vouloir retrouver une entreprise publique nationale qui intégrera et la production d'énergie nucléaire, mais aussi la production d'énergie issue des renouvelables. Et il faut avoir la maîtrise publique de cette production d'électricité pour pouvoir en maîtriser aussi les prix. Et c'est donc important pour le pouvoir d'achat des Français. Et voilà, et je voulais en parler tout de suite, avant les 2 minutes, parce que le cœur, pour moi, c'est le pouvoir d'achat des Français et investir aussi dans la production d'énergie, y compris nucléaire, avec une grande entreprise, comme avant on avait EDF-GDF. C'est de pouvoir agir sur la facture des Français et de dire vous paierez l'électricité moins cher. Bien sûr, ça va de pair avec ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Il faut investir dans la rénovation des maisons, des bâtiments, les transports publics gratuits pour l'alternative à la voiture, tout ça, d'accord. La sobriété énergétique. Mais la production d'énergie nucléaire est indispensable pour retrouver notre souveraineté et notre indépendance, y compris notre indépendance vis-à-vis d'autres pays. On le voit bien là, avec le gaz russe, on ne sait plus comment faire. Alors, on veut tous punir la Russie, mais on a tous besoin du gaz russe. Alors comment on fait ? Eh bien voilà, si on avait investi beaucoup plus en France et en Europe dans cette production d'énergie décarbonée, on serait moins dépendant aujourd'hui d'autres pays, que ce soit le gaz russe ou le gaz naturel liquéfié des Américains. Hein. En grand défenseur, dit, hein, parce que le gaz de schiste américain, c'est, j'allais dire un gros mot, je ne le dirai pas, mais j'en pense pas moins quand même. Hein. C'est interdit en France. Mais on va l'importer des bateaux et des bateaux parce qu'on est dépendant aujourd'hui du gaz russe. Quelle misère quand même. La France, la grande France, dépendante d'autres pays pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir réindustrialiser le pays, pour pouvoir baisser les factures et des ménages et des entreprises. Fabien Roussel, est-ce que vous rouvrez Fessenheim? Alors, si je le pouvais, je le ferais. Mais j'ai interrogé les cadres d'EDF. Et ils me disent que c'est tout simplement pas possible parce qu'elle est à peine fermée, depuis 2 ans. Oui, 2 ans. Que la turbine qui est à l'intérieur, elle est déjà partie à l'étranger. Alors celui qui dit qu'il va la rouvrir, bon courage. Hein. Ça serait bien, mais c'est pas possible dans les faits. Donc ils ont déjà commencé à la démanteler. La bêtise, c'était de la fermer. Enfin, la bêtise, c'était de la fermer. Quelle erreur! Et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Il aurait fallu la garder ouverte. Maintenant, la décision a été prise. C'est terrible d'ailleurs pour le territoire de là-bas. Et puis, c'est tout. Il faut vite investir pour la construction de nouvelles centrales à côté de celles qui existent. Hein. Il ne s'agit pas d'aller vous construire une centrale nucléaire dans votre jardin. Ça n'existe pas. On va le faire dans le périmètre des centrales existantes.
Et il faut le faire rapidement. Monsieur Roussel, investir dans le nucléaire, ça veut dire aussi plus de déchets. Qu'est-ce que vous en faites ? Ah oui, mais si vous dites ça, bah oui, il y a plus de déchets, puis on peut même recevoir une bombe de l'espace, et puis tout le monde sera mort. Ça, il y en a qui vous La disent production ça, de mais... déchets nucléaires, c'est une réalité Non, ça qu'on connaît dès aujourd'hui. Non, mais oui, mais si on vous dit ça, on fait jamais rien. Mais non, puis on fait plus rien. Et puis on ferme les usines Céveso aussi, parce que ce sont des sites dangereux. Je vais répondre. Donc sur vous les n'avez pas de déchets. solution ? Si, mais tous les pays qui ont aujourd'hui des centrales nucléaires et qui font le choix d'investir dans le nucléaire, et d'ailleurs le GIEC recommande dans tous ses plans d'investir dans le nucléaire, plus ou moins selon les différents scénarios, mais même le groupement international d'experts pour le climat recommande. Bon. Donc tous les pays qui le font sont confrontés à cette question de gestion des déchets. Et donc, ensemble, nous trouverons des solutions. La solution qui est préconisée et qui est mise en place et qui est mise en œuvre par ces pays-là, notamment, je n'ai plus un pays du Nord, je ne sais plus lequel exactement, il y a eu un grand article dans un des journaux que je lis, ils investissent dans l'enfouissement des déchets. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Donc, la solution immédiate de court terme, c'est l'enfouissement des déchets, le plus sécurisé possible. La solution de moyen et de long terme, c'est de faire confiance dans la science et d'investir dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, déjà, des chercheurs disent qu'il sera possible de construire des centrales nucléaires qui recyclent les déchets radioactifs. Et donc, aujourd'hui, dans le minerai d'uranium, une barre d'uranium, on va dire, on consomme 1% pour la production d'énergie nucléaire. Demain, on pourra consommer 99%. Si on investit dans la recherche, dans la science, et nous croyons dans la recherche et dans la science, mais ça nécessite beaucoup d'investissements, mais ce sont des investissements d'avenir, pour demain, pour les générations qui viennent. C'est indispensable. Vous parlez, en attendant une question du public, vous parlez beaucoup d'avenir là, et de jours heureux. Vous avez tout de suite précisé que vous étiez le candidat des jours heureux. Comment on peut porter, et c'est sûr qu'on doit porter l'espoir, mais comment on peut le faire en ces temps de guerre, Monsieur Roussel, en ces temps de tragédie qui revient avec le retour de l'histoire, du tragique de l'histoire sur notre continent? Est-ce que vous continuez à marteler que vous êtes et vous serez le candidat des jours heureux? Mais on en a tellement besoin de jours heureux. On en a tellement besoin de se dire que demain, oui, on peut vivre au mieux. Mais nous, on ne dit pas seulement ça, on dit que c'est indispensable que chaque Français puisse se sentir bien et heureux. Et c'est pour ça que je dis que même économiquement, je suis le meilleur d'entre tous. Parce que les autres, ils vous prévoient la déprime, la misère. Ils vous demandent de travailler plus, ils vous demandent de vous chauffer moins, ils vous demandent même de vous diviser par vos prénoms, et on est tous déprimés. Mais enfin, c'est la France de la déprime. C'est une France triste, et une France triste, c'est une triste France, excusez-moi. Et on ne va pas reconstruire la France avec des Français, des jeunes, des salariés malheureux, déprimés, épuisés, parce qu'on leur en demande toujours plus, parce qu'on leur demande des statuts d'auto-entrepreneurs, parce qu'on casse les contrats de travail, parce qu'on subit du chômage partiel, parce qu'on a des salaires de misère. Non mais je finis juste là-dessus. La France des jours heureux, c'est la France qui respecte le monde du travail et qui respecte ceux qui ont travaillé toute leur vie. C'est dire demain c'est possible de vivre mieux, avec un vrai salaire, une vie digne, une bonne retraite. C'est se dire enfin, quand je vais bosser, je vais vivre. Je vais vivre, je vais pouvoir fonder une famille, je vais pouvoir élever mes enfants, je vais pouvoir avoir accès aux loisirs, à la culture, faire du sport, aller au resto et au bistrot. Mais oui, moi je veux croire à ça. Parce qu'on a une vie de boulot où 2 heures de transport le soir, 2 heures de transport le matin, 7 heures de boulot, on est usé. Et puis, il y a les devoirs des enfants à faire à l'école. C'est pour ça que je propose que tous les devoirs des enfants, ils soient faits, les devoirs. Bon, c'est formidable, Fabien Roussel. Vous avez une vision extrêmement positive. Bravo, mais vous avez raté tout à l'heure. Enfin, vous avez raté, vous n'étiez pas là au début de cette séance. Et Frédéric Derby nous a présenté un sondage sur ce que les Français ressentent de l'Europe. Et il reste quand même toujours largement dominé par ce sentiment de déclin, d'une France qui décline. Et finalement, la surprise de ce sondage, c'est que c'est un peu dans l'Europe qui puise une fierté pour pouvoir justement combattre ce déclin. Ce n'est pas ce que vous venez de nous décrire.
Votre sondage, il dit deux choses d'ailleurs. Dans ce que j'ai lu, c'est que... je lis le JDD. Dans le JDD, bien sûr. Les gens, et Paris Match. Mais il dit que... L'humanité quand même, parce que, attention... Et l'humanité. Voilà. Il faut lire l'Humanité, qui est un journal indépendant, dont les actionnaires sont ses lecteurs. Donc, il dit deux choses. C'est que, oui, les Français, à 70%, pensent que la France est en déclin. 62%. 62%. Et ils sont presque autant aussi à penser que la France est une grande puissance économique. D'accord ? Donc, on a le sentiment de déclin et de puissance. Si on est puissant, on n'est pas en déclin. Donc, il y a une contradiction même dans l'appréciation que nous avons nous-mêmes de la situation. Alors, l'Europe... Peut-être que nous sommes vus comme une puissance moyenne, comme disait Giscard d'Estaing, c'est le problème. Ou une puissance non, moi je pense que nous sommes extrêmement riches. Mais je vais répondre à la question de M. Jeudi sur l'Europe. Nous sommes extrêmement riches. Riches de vous. Riches du monde du travail. Mais la richesse de la France, c'est vous, les hommes et les femmes qui bossez, qui créez, qui produisez, qui enseignez, qui soignez. C'est vous le meilleur de la France, la richesse de la France. Et ça, on le nie depuis tant d'années. À chaque fois, on dit ah non, la richesse de la France, c'est les premiers de cordée. Et c'est à eux qu'il faut baisser les impôts. Et puis vous, un petit coup à la ceinture, un peu de plus, et vous allez payer un peu de plus, et vous ferez avec. C'est tellement facile d'aller prendre quelques euros aux millions de salariés, aux pauvres, comme on dit, et puis les riches, on leur fait des cadeaux. Il faut changer de logiciel. La richesse de la France, c'est le monde du travail. C'est sa jeunesse et c'est là-dedans qu'il faut investir. Et pas tout seul. Parce qu'en Europe et dans ce grand continent, et dans le périmètre de l'Union européenne même, nous avons des grands défis à relever. Le défi de la réindustrialisation, le défi énergétique, le défi climatique, le défi sanitaire, la lutte contre la pandémie. Nous disons qu'on ne relèvera pas ces défis chacun dans son coin. Mais je le dis, nous le disons, nous devons travailler ensemble, que les nations, les États travaillent ensemble, coopèrent entre eux pour mettre leurs investissements, leurs moyens au service de ces grands défis. Monsieur Jadot, vous les avez qualifiés d'avenir, justement. Ils sont là face à vous. Beaucoup de jeunes gens, ils ont des questions à vous poser. Voilà, peut-être... Merci. Bonsoir Monsieur Jadot, Monsieur Roussel, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Moi, je vous en prie, Je mets du rouge dans mon verre aussi. Avec modération. Je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Votre discours, il est très efficace. Votre façon de parler est très efficace et je suis persuadé depuis très longtemps que vous passerez la barre des 5% sans aucune hésitation. Merci. Et vous aurez potentiellement mon vote, j'hésite encore. Voilà, donc je vais tout faire pour vous convaincre, allez-y. Et j'hésite avec Emmanuel Macron, donc pour me convaincre, il faut y aller. Mais c'est un très bon exemple et je rencontre beaucoup de citoyens comme vous. On est d'accord. J'aimerais vous poser une question très simple et une question que je vais poser ici et vous comprendrez pourquoi. J'aimerais vous poser une question sur la concentration des médias. Vous, président, comment vous lutterez contre la concentration des médias? Et je sais que le dire ici, à Europe 1, avec Paris Match et le JDD, on sait les difficultés en interne qu'il y a actuellement. Alors vous, président, comment vous lutteriez, ou est-ce que vous lutteriez contre la concentration des médias? Permettez-moi juste une remarque. Je voudrais vous remercier d'être là, dans ce temple de la concentration des médias, où tous les candidats se succèdent, et on donne la parole à ce jeune public qui peut, sans évidemment aucun contrôle des questions, vous les poser. Nous en sommes ravis. Eh bien, c'est la réalité du direct. Vous avez bien raison, et je vous remercie pour votre question. Les médias et le pluralisme de la presse, c'est la démocratie. Et je respecte tellement le travail des journalistes et des médias et dans leur grande diversité. Et ce que je défends surtout, c'est le pluralisme de la presse. Et que toute cette presse, papier, audiovisuel, elle puisse continuer de vivre et d'exister. La concentration des médias, pour moi, est beaucoup liée à l'absence de soutien public pour tous ces médias qui n'ont pas les recettes publicitaires leur permettant de vivre et de se développer. Donc c'est pas tant d'empêcher de taper sur des médias à la main d'actionnaires qui décident d'investir beaucoup dedans, c'est plus le moyen de donner les moyens plutôt à des médias qui n'ont que leurs lecteurs,
comme actionnaire. Mais je pense à l'Humanité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense au journal La Croix, que je lis aussi, et qui est un journal qui n'a pas les ressources publicitaires d'autres journaux. Et donc, on a besoin justement de soutenir cette presse, bon, là je parle de la presse papier, pour faire vivre le pluralisme. On a besoin aussi, je le dis, de défendre la redevance télévision et la télévision publique. Ça vous distingue de beaucoup d'autres candidats sur ce point, sur la redevance, Fabien Roussel. Pourquoi pour vous c'est important de la défendre? Mais parce que le rôle que joue France Télévisions, et je ne le cantonne pas à France 2, c'est aussi France 3, c'est aussi des antennes locales, régionales, mais c'est aussi la couverture des territoires d'outre-mer, c'est aussi donc la diversité de toutes ces chaînes. Et pour cela, oui, il y a besoin, alors là c'est une manière de pallier à moins de recettes publicitaires, par une aide publique qui permet à ce média de couvrir des sujets, des territoires, des publics différents. Et donc c'est ma vision que j'ai. Voilà, qui est celle que l'on partage et d'ailleurs qui est dans mon programme. D'autres questions aussi, et on passera aux questions à distance également. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Bonsoir Monsieur Roussel, je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans. J'avais entendu parler de vous quand vous avez annoncé votre candidature, mais je ne vous connaissais pas. Et je vous ai vraiment découvert un jour sur le service public, précisément. Et vous m'avez vraiment séduit en tant qu'électeur par votre franc-parler, votre dans des débats assez parfois insipides. Et je trouve que votre posture fait du bien dans le climat actuel. Est-ce que vous en une sorte de... Peut-être que c'est ce qui caractérise ma franchise, mais enfin, c'est pas l'apanage des gens du Nord, des ch'tis, la franchise. Mais voilà, je suis quelqu'un de terrain et je pense qu'en politique, il manque beaucoup de sincérité et d'authenticité. Et je souhaite, moi, rester comme je suis, le plus simplement possible et conserver cette sincérité. Parce que si la politique avait beaucoup plus de sincérité, eh bien, elle irait certainement beaucoup mieux. La deuxième chose, pour répondre à votre question sur un dialogue apaisé, je souhaite vraiment, sincèrement, redonner le pouvoir au Parlement, surtout parce que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi le Conseil économique et social et environnemental, le CESE, puisque j'ai été aussi planché devant cette Assemblée qui compte et qui réunit des patrons et des syndicats et qui arrive même à produire des rapports à l'unanimité. Ah, donc il y a du boulot quand même, on y arrive. Et donc je voudrais redonner le pouvoir à ces assemblées dans le débat, dans la délibération, parce que c'est là où se concentre toute la diversité de la France. Et pas seulement la diversité politique, la gauche et la droite. On a des différences entre nous, et sur certains points, on ne nous mettra jamais d'accord. Après, c'est les Français qui décident si on donne une majorité de gauche ou une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Mais la diversité, c'est parce que quand j'ai été élu député en 2017, j'ai entendu dans des débats sur les climats, sur les services publics, j'ai entendu des députés de la montagne qui ont des problématiques différentes des députés de la campagne, des députés des grandes villes et des banlieues, des députés du littoral qui ont aussi des problématiques différentes. Cette diversité des députés d'outre-mer, puisque beaucoup aussi siègent dans notre groupe. Et bien vous voyez cette diversité-là, rien que cette diversité-là, la diversité sociale. Il y a tellement peu de députés ouvriers à l'Assemblée nationale. Et il en manque, hein. Ça ferait du bien s'il y en avait un peu de plus. Et bien cette diversité-là, elle compte. Je voudrais l'enrichir beaucoup plus. C'est pour ça que je veux rétablir plus de la proportionnelle dans l'élection des députés à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait vraiment cette diversité de tous les territoires. Et moi, je ne m'adresse pas, je le dis, je ne m'adresse pas qu'à la gauche dans cette élection. Je finirai là-dessus. J'ai aucun complexe à aller convaincre et à me satisfaire que des électeurs qui votaient pour le président de la République actuelle, qui votaient à droite ou qui votaient pour l'extrême droite, aujourd'hui fassent le choix de voter pour la candidature que je souhaite porter et présenter. Ça m'honore et ça m'oblige.
Et ça m'oblige d'être à leur écoute. Ça m'oblige de travailler pour tout le monde. Ça m'oblige aussi à les entendre et à parler pour eux en entendant bien qu'ils ne viennent pas du même bord que moi et qu'ils n'ont pas pris le même chemin. Et c'est ça, redonner ces lettres de noblesse à la politique. C'est tenir compte. On doit... Ma question portait sur l'Europe et l'écologie. Est-ce que, à la tête du Conseil de l'Union européenne, vous souhaitez imposer une position plus radicale en termes de transition écologique? Et si oui, de quelle manière cela se traduirait? Merci. Merci pour votre question. Les objectifs fixés par l'Union européenne, je les partage pleinement. C'est 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Il faut tenir cet objectif. Et c'est la neutralité carbone en 2050. Eh ben, je peux vous dire que tenir ces objectifs, va falloir mettre le paquet. Hein. Va falloir changer de braquet. Hein. Et c'est pour ça que l'enjeu pour moi, c'est pas de dire je vais aller plus loin que ça. Mais c'est de mettre le paquet pour les atteindre, ces objectifs. Rien que ça. Parce qu'aujourd'hui, la France ne prend pas forcément ce chemin-là. Quand on parle de souveraineté énergétique, hein, on voit bien qu'en important du gaz de schiste ou en continuant d'utiliser du pétrole ou même les centrales à charbon, si demain on coupe le gaz russe, on ne va pas les respecter quand même, les engagements climatiques et la neutralité carbone et tout le reste. La souveraineté industrielle, c'est quand même une vraie question. C'est aussi le cœur de la discussion aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les gaz à effet de serre qui augmentent le plus, c'est les gaz à effet de serre importés, issus des produits d'importation en France. Enfin, ça vous est déjà arrivé, vous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, de changer votre frigo quand il tombe en panne, hein, votre machine à laver. On ne peut même plus en trouver une en France. Tu es obligé d'acheter ça à 10 000 km d'ici. Ça vient par cargo. C'est un bilan carbone extrêmement élevé. Hein, puis après, on dit le climat, le climat, le climat. Enfin, il faut arrêter, quoi. Si on défend le climat, on y met les moyens. Et donc, souveraineté énergétique, souveraineté industrielle. Produisons en France, et je dis même, produisons en Europe. Je ne suis pas anti-européen. Une souveraineté industrielle européenne et une souveraineté industrielle française pour produire ici et donc limiter les gaz à effet de serre importés. Et puis l'alimentation. Enfin, il y a deux filières, les fruits et légumes, hein, il faut en manger 5 par jour. Les fruits et légumes, 50% sont importés, et la viande, 50% est importée. Voilà. Et plus de 50%, c'est des poulets. On ne produit plus de poulets. Voilà. Les poulets, on les importe. C'est quand même malheureux, quoi. Avant, on savait les faire, nos poulets, nos moutons, nos bœufs. On les produisait ici. Et ben aujourd'hui, on les importe. Eh bien ça me désespère. Et donc si on veut lutter pour le climat, atteindre ces objectifs, et notamment de nous passer des énergies fossiles, eh bien il faut y mettre les moyens. Et c'est pour ça que la souveraineté, pour la construire, il va falloir mettre de l'argent public. Il va falloir que l'État, il augmente son budget pour investir. Bien, pour investir. Bien. Dans quelques instants, on va voir aussi une question à distance. Vous avez parlé de l'alimentation, c'est très important. La polémique est passée, mais peut-être pour qu'on comprenne véritablement les différences avec certains candidats de gauche et que tout le monde se fasse son avis. Quand vous avez parlé de la bonne alimentation, d'une bonne viande, d'un bon verre de vin, je leur dis avec modération, pourquoi il y a eu tant de crispation pas dans votre camp immédiat, mais plus largement. Il y a eu beaucoup de caricatures. J'ai été, invectivé, traité même, et j'ai été traité de raciste. Il fallait chercher quand même le lien entre la viande et le racisme. Mais j'ai été beaucoup soutenu quand même. Hein. J'ai été beaucoup soutenu. Tout ce que je voulais dire, je vais reprendre la viande. Il faut en manger moins de la viande. Je réponds en même temps, mademoiselle, concernant le climat. L'agriculture est un des domaines producteurs de gaz à effet de serre. Il faut manger moins de viande, mais il faut en manger de la bonne et de la française. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il faut manger moins de viande, mais en manger de la bonne. Pas matière à polémique. Mais non, il n'y a pas matière à polémique. Et donc, mais en revanche, pour permettre aux 7 millions de Français qui font la queue des Restos du Cœur, du Secours Populaire et compagnie, et qui mangent ou pas de viande, ou de la pas chère importée, des steaks hachés gonflés à l'air liquide, là, dégueulasse,
Si on veut leur permettre de manger de la bonne viande française, produite chez nous, sur des systèmes herbagés de plein air qui respectent le vivant, qui respectent les animaux, eh ben, il va bien falloir en produire plus de la viande. Sinon, on va continuer à manger de la viande transformée et qui vient de l'étranger. On parlait des étrangers. On mange que des moutons étrangers, des poulets étrangers, voilà, du bœuf étranger. Ben non. Moi, je vais manger de la viande française et la produire en France. On perd 100 000 agriculteurs tous les 10 ans. On perd 100 000 agriculteurs dans les 10 ans. Il en reste un peu moins de 500 000. Hein, dans 50 ans, il n'y a plus d'agriculteurs. On fait comment? On sera beau, là, avec des steaks aux céréales. Ah, enfin... Bon, en attendant, parce qu'on a les jours heureux avant. Une question à distance. Fabien Roussel, on l'écoute. Bonjour, Gilles Chapuis, j'ai 72 ans et je suis retraité. Je vis en banlieue de Limoges. Certains aujourd'hui trouvent que l'Europe prend trop de place dans la politique de notre pays. D'autres, au contraire, souhaiteraient voir s'étendre son domaine de compétences. Vous concernant, comment voyez-vous cette répartition idéale entre l'Europe et les États? Par exemple sur les domaines de l'économie, du social et du travail, de la sécurité, de la police, de la justice, de la santé, de l'éducation. Je vous remercie. Waouh! Alors... Plus d'Europe ou moins d'Europe? Voilà. Alors, non, mieux d'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, l'Europe des traités de Maastricht, du traité de Lisbonne, je la combats. Nous sommes, opposés au référendum, opposés à la Constitution européenne présentée au référendum de 2005, parce que nous contestons cette Europe de la concurrence libre et non faussée. Celle qui a mis les peuples d'Europe en concurrence, et en concurrence en nous tirant par le bas. Et donc nous avons besoin, au contraire, de construire une Europe qui nous tire vers le haut, qui nous promet le meilleur à tous, et qui nous permet d'avoir tous des services publics dans chaque pays, de meilleurs salaires, de meilleure protection sociale. Et donc au lieu de mettre des critères économiques qui nous ont appauvris, qui ont contribué à délocaliser notre industrie. Nos usines, elles ferment aujourd'hui. Mais elles ferment pas, elles ferment pour aller parfois dans des pays européens à bas coûts salariaux. Bridgestone, chez moi, à Béthune, dans le Pas-de-Calais, ça a fermé pour aller s'installer en Hongrie, avec l'aide de la Commission européenne, avec des subventions de la Commission européenne. C'est sacrilège, c'est péché. On n'a pas le droit à ça, normalement. Ça devrait être interdit. Enfin, donc, il faut construire une Europe qui garantisse le maintien de nos services publics, de notre industrie et notre souveraineté démocratique. Ce n'est pas l'Europe qui doit décider de ce qui est bon pour nous. Quand nous décidons, nous, c'est nos lois, nos choix qui doivent être respectés et entendus. Et bien sûr, dans tout ce qui est le régalien, il ne s'agit pas de transférer à l'Union européenne, la police, la justice, etc. Alors là, déjà, on leur a donné beaucoup, alors là, on est fichus. Merci Fabien Roussel, candidat communiste, candidat de certains nouveaux ralliés, candidat des jours heureux, je n'ai rien oublié? Non. Eh bien, je vous remercie. Le candidat du bonheur, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce grand oral de la présidentielle. Merci Fabien Roussel. Le prix, ce sera par là. Merci. On va poursuivre. Merci pour toutes vos questions. On va poursuivre évidemment.